bonjour à tous, bienvenue. Je suis très contente de vous revoir. Ça fait longtemps. Le dernier atelier s'est déroulé au mois de février, il me semble. On vous avait promis un atelier mensuel, tous les mois. Bon, malheureusement, la crise du coronavirus a frappé à nouveau. Mais voilà, on peut se revoir à nouveau, enfin, se revoir en présentiel, après de nombreux mois à nouveau à distance. Donc je suis enchantée de voir des visages que je commence à connaître, qui sont présents au rendez-vous. Ça fait grand plaisir, comme une petite famille, la famille francophone et francophile de l'Institut français de Bagdad. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra Duchesne. Je suis attachée de coopération éducative et linguistique à l'ambassade de France. Je suis arrivée il y a 7 mois déjà, le temps passe. Et donc le but de l'atelier d'aujourd'hui, ce n'est pas à moi de parler, mais à vous. Nous avons choisi un sujet qui, j'espère, va vous inspirer. Vous inspire déjà, j'ai pu le voir dans les réponses au formulaire. Et n'hésitez pas à en parler entre vous, à inviter d'autres personnes pour les ateliers à venir, qui, j'espère, cette fois se feront tous les mois. Voilà, on croise les doigts pour que vraiment ce rendez-vous se poursuive et qu'on puisse compter sur votre présence. Donc je laisse Nadia se présenter aussi rapidement. Bon, moi je connais la plupart de monde ici. Donc moi je suis Nadia, l'assistante au SCAC et aussi prof à l'EFI, prof vacataire à l'EFI. Donc nous sommes vraiment contents de vous voir aujourd'hui ici parmi nous. Et on espère que ça va vous plaire, ce que Alexandra a préparé avec un petit jeu. Voilà, comme d'habitude, maintenant c'est devenu un petit rituel. Nadia a préparé un petit quiz à la fin. Et voilà, donc avec une petite surprise à la clé. Donc juste, comme vous le savez, on va faire passer le micro après. D'accord. Donc, bon, je vois que vous avez tous le masque. Vous portez tous le masque, c'est très bien. Donc, quand on fait passer le micro, présentez-vous. D'accord. Surtout la première fois. Comme ça, on pourra vraiment bien dialoguer. Présentez-vous, donnez votre nom, prénom, et qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà. Présentez-vous à nous, comme ça, voilà, on peut vous reconnaître aussi. D'accord. Donc, quand vous prenez le micro, vous vous présentez et ensuite vous intervenez. Voilà. Donc, j'espère que je parle doucement cette fois. Bon, allons-y. Donc, le sujet de l'atelier d'aujourd'hui, c'est la littérature. Bon, est-ce que ça vous parle? Oui? Vous êtes là pour ça aujourd'hui? Mais pas seulement la littérature. C'est la question, la grande problématique que j'aimerais poser, c'est est-ce que la littérature sert à quelque chose? Est-ce que la littérature nous sert dans la vie? Lire, pourquoi ça sert? Pourquoi lire? Okay, c'est un peu les questions qui vont nous porter pendant cet atelier. Avant ça, j'aimerais retourner dans l'actualité et projeter une petite vidéo qui, à mon avis, voilà, est introductive pour savoir si, est-ce qu'à votre avis, la littérature, lire, les livres, c'est quelque chose d'essentiel. Youssef, tu peux mettre la vidéo? Ok. Donc c'est même pas une petite minute d'introduction. Voilà, on va regarder ça ensemble. Pas le temps de souffler après les fêtes. Bonjour. Bonne année. Que les clients sont déjà de retour dans cette librairie. Est-ce que vous auriez le livre de Laurent Mouvigné? Histoire de la nuit? Oui. Est-ce que Voilà. la nuit? Il est là. Merci. C'est un magnifique roman. Merci beaucoup. Ça, j'ai très envie. Pour moi, la littérature, c'est la vie. Si vous voulez que j'essaie de transmettre à mes petits-enfants. Une vie qui s'est arrêtée lors du premier confinement avec la fermeture des librairies. Mais dès le 11 mai, à la réouverture, les clients se sont bousculés. Ce que le confinement a changé, c'est d'essayer de faire des stocks entre les deux confinements, parce qu'on ne savait pas combien de temps on pourrait venir en chercher. Pour 54% des lecteurs, la littérature est redevenue un plaisir cette année. Pour 28% d'entre eux, elle a même été un refuge. J'ai un compagnon pendant le temps d'un livre. C'est ce que je cherche. Alors, puis quand il m'énerve, je le laisse tomber. Ça, j'aime pas. Mais la plupart du temps,
on vit une petite histoire, quoi. Les livres les plus vendus cette année, c'est sans surprise Joël Dicker à plus d'un demi-million d'exemplaires, suivi par le prix Goncourt Hervé Letellier et le très populaire Guillaume Musso. Chacun a constaté le besoin d'activités culturelles cette année. Les gens se sont repliés sur la lecture et on l'a très très bien vu au mois de décembre, hein, bien sûr. Et puis, il y a parfois des petites perles, comme ce roman discret, qui ici est en tête des ventes. Quand vous sortez de ce livre, vous êtes content, rassuré, vous avez passé un bon moment et tout est positif. Et beaucoup de gens nous demandent des livres positifs, pas noirs, qui vont les plomber. Donc en fait, le gros plus de ce livre, c'est ça. Grâce au click et collect, le secteur du livre a donc limité la casse en 2020, 5% de baisse seulement, un moindre mal cette année. Ok, donc une petite vidéo introductive. Quel est le thème de la vidéo? Vous avez compris? Comment? Oui, à quel moment exactement on parle là? De quel moment on parle? Oui, la littérature c'est la vie, c'est vrai. Mais en fait, le but de cette vidéo, c'est de montrer que pendant le confinement, les librairies ont fermé en France. J'imagine qu'ici c'était pareil. On a estimé que les livres n'étaient pas essentiels. On pouvait aller faire des courses, acheter de quoi manger, non, juste de quoi manger, mais les livres n'étaient pas essentiels. D'accord? Donc, d'après cette vidéo, on voit que les gens n'étaient pas contents. La littérature, elle leur servait pour deux choses. Vous avez relevé les deux choses? Littérature comme un refuge ou un compagnon. Un compagnon ou un refuge. Bon. On va revenir sur ces idées-là. Refuge, compagnon. Plaisir aussi. Le plaisir de la lecture. Bien. Bon, c'est des mots qui vont revenir après. Bon. Pour commencer, je vais vous demander de vous connecter, comme d'habitude. Pour que vous puissiez nous écrire, on va faire un petit tableau interactif. Qu'est-ce que la littérature pour vous? Donc, vous pouvez vous connecter directement avec le QR code, là. Sinon, c'est menti.com et le code 69 36 51 55. Si vous avez des difficultés pour vous connecter, levez la main et on viendra vous aider. Ah, Malak. Il n'y a pas de Wi-Fi? Attends, ah oui, si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez connecter directement avec le QR code qui est là-bas. Vous aurez accès à Internet. Hassanein, est-ce que tu peux mettre la page... Ah ouais, c'est bon, il va le faire, Youssef. Ok, donc on vous demande à l'écrit, voilà, de partager. Qu'est-ce que la littérature pour vous? Bon, on a vu que dans la vidéo, ça peut être un refuge, un compagnon. Ou même une autre idée si vous en avez. Ah oui, bien sûr, surtout si vous avez d'autres idées. Voilà, donc là, on va pouvoir voir vos réponses. Youssef, tu peux remettre le code rapidement, ouais, merci. Mais normalement, il était en haut d'ailleurs. Remets la présentation, Youssef. Tu peux remettre la présentation, s'il te plaît? Parce que normalement, le code est en haut aussi de la présentation. C'est bizarre. Bon, tant pis, remets le code, merci.
Ouais, je pense qu'il y a un problème là. Youssef, je pense que tu n'as pas activé Mentimeter. Il n'est pas activé la présentation. Ouais. Non, sur Mentimeter, c'est pas activé parce que vous pouvez pas vous connecter, non? Avec le code. Si? Il y en a qui sont connectés. Vous avez écrit? Ok. Non, bah c'est bon. C'est juste qu'on n'arrive pas à voir. Donc vous avez écrit quelque chose. Vous l'avez envoyé. Mais on ne le voit pas. Parce que j'ai pas vérifié cette fois. Désolée pour ce petit souci technique. Alors, il y en a qui ont mis un numéro. Petite erreur technique aussi. Sortir de la réalité. Voyager. Création. Armes. Est-ce que quelqu'un voudrait commenter? Qu'est-ce que vous avez mis, vous? On va vous passer le micro. Fawaz, est-ce que tu pourrais passer le micro à monsieur? Mais on n'a que 6 qui ont répondu. Six Oui, personnes mais on qui peut ont commencer répondu. déjà au fur et à mesure. Oui, on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Rida, professeur de langue française à l'université Mamsadr. J'enseigne la langue française comme langue seconde. Et en fait, moi j'ai choisi les 3 mots armes, solution et miroir. J'ai choisi le mot armes, c'est parce qu'avec la littérature, on a été capable de supporter les gens. Dans la Révolution française, ce sont les philosophes et la littérature qui a supporté les gens là-bas. Et aussi, j'ai choisi le mot solution, c'est parce que je me rappelle qu'il y avait des crises au Moyen-Âge et même avant le Moyen-Âge, et c'était avec la littérature, avec les fables, avec tous les genres de la littérature qu'on a réussi à détruire les restrictions entre la société et l'Église. Et on a été capable de dépasser, surmonter les crises. Et miroir, c'est parce que lorsqu'on veut étudier une société, nous allons recourir et revenir à la littérature. Nous pouvons étudier la société française au XVIIIe siècle par le romantisme. Nous pouvons étudier le XXe siècle en France, c'est par exemple l'existentialisme. Et le classicisme aussi va nous éclaircir comment la situation était au XVIIe siècle. Et voilà, ça c'est l'explication de ces 3 mots que j'ai choisis moi. D'accord, donc c'était un lien surtout historique, alors à l'histoire de la littérature. Ouais. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait commenter? Ces mots qu'il a choisi, Amjad. Oui, bonjour, je m'appelle Amjad Hamid, je suis traducteur et rédacteur à Bagdad Magazine. Oui, pour le mot, c'est création, mais création dans un monde idéal. Il faut d'abord éviter l'effet réel dans un monde plus loin de notre actualité. Donc la littérature donne le choix, l'occasion d'avoir un monde idéal, de faire une imagination. C'est une sorte d'éviter la vie quotidienne et de faire une imagination comme une artiste qui fait des dessins, qui fait de son plan et son chemin propre. C'est tout. D'accord, donc la littérature permet de sortir de la réalité pour utiliser son imagination, pour parcourir l'imagination et les possibilités données par l'imagination. Ok? Très bien. Oui, allez-y. Bonsoir, je m'appelle Hussein Salim Hamza, je suis écrivain. Je pense que la littérature, c'est une manière de plaisir, parce que c'est une tentative de créer une autre vie, ni la souffrance, la dépression, ni l'injustice, parce que
parce que les écrivains qui écrivent, par exemple, un roman, une histoire, pour découvrir un autre monde loin de la souffrance. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui, on a... Ok, plusieurs, 3 personnes. Ouais. Et Malak, et après... Bonjour, bonjour, je m'appelle Malak, je suis toujours une étudiante de la langue française à l'Université de Bagdad. Et je pense que la littérature est un moyen de vivre plusieurs fois. Parce que les hommes, vous savez, nous, les hommes, parfois on se trouve que on veut une autre vie. Notre vie ne nous suffit pas. On veut plus. Plus précisément, les personnes réveilleuses, des personnes qui ont une grande inspiration, un grand désir et qui veulent vivre plusieurs fois. Et donc la littérature est pour eux, un moyen de vivre plusieurs fois. Donc c'est aussi l'idée de vivre par procuration. Par C'est-à-dire quoi? par procuration. Ah. C'est-à-dire qu'on vit la vie de quelqu'un d'autre Oui, par c'est l'imaginaire. Voilà, on se projette les et on vit par personnages. procuration, Oui, d'avoir oui. plusieurs vies. Oui, c'est ça. Très belle idée. Merci beaucoup. Ensuite, il me semble que derrière et après à vous, Amine. À vous. Bonsoir, c'est Baloura. Moi, j'ai écrit le mot voyager parce que moi, j'aime beaucoup voyager. J'aimerais voyager. Alors, quand je lis, j'ai l'impression que je voyage et je voyage partout. Et je suis plus chez moi, je suis ailleurs. Et ça me plaît beaucoup. Et j'ai découvert un nouveau monde, beaucoup de nouveaux personnages. Et peut-être je vis avec eux, avec les actions, le mouvement, et je ne sais pas, toutes les choses avec eux. Même peut-être je voyageais, j'ai travaillé, j'ai peut-être échoué, socialisé et se relever. Et ça me plaît beaucoup, mais ce qui compte, que j'ai pas resté beaucoup plus temps dans le fantastique ou dans l'imagination de l'écrivain. Mais par contre, j'essayais toujours de trouver l'équilibre entre le fantasme ou l'imagination et la vraie vie. Et on profitait de la roman. C'est un petit peu compliqué de trouver l'équilibre entre la vraie vie et l'imagination pour profiter de la roman. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais quand même. Alors, est-ce que c'est trouver un équilibre entre la vraie vie et l'imagination, ou plutôt de trouver des liens entre les deux? D'arriver à faire des résonances? Équilibre un petit peu pour en profiter de la roman. Je ne restais pas beaucoup trop long dans le roman parce que ça sera un petit peu d'imagination, quoi. Mais quand j'en profitais de la roman, les idées de l'écrivain, et j'essayais d'impliquer ça, ce que j'ai appris dans la vraie vie, pour ne rester pas beaucoup plus temps dans l'imagination, parce que je vis dans la réalité. Donc d'essayer de faire des liens entre vos lectures et la réalité. Oui, Okay. tout à fait. Très bien, des résonances, on peut dire aussi. Peut-être, oui. Merci. Merci à vous. À vous, Amine. Bonjour, je m'appelle Amin Abdelrassoul, enseignant du français dans une école des surdoués rue Palestine. Concernant la littérature, on peut la considérer comme un compagnon intime de l'homme. Et en même temps, on peut le considérer comme un document historique parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui dépendent de la réalité à cette époque-là, pendant le passé, à travers ces documents littéraires comme la poésie, les romans, parce qu'on trouve beaucoup d'événements et beaucoup d'actes à travers les écrits des grands écrivains. Ça, c'est d'une part.
D'un autre côté, on pourrait voir que la littérature est exprimée dans un langage pittoresque et merveilleux. Ce n'est pas un langage normal. Et je reviens à ce point-là, ce que je viens de dire concernant le document historique, que grâce à la littérature, on a pu savoir qu'il y a des mouvements, par exemple, classiques, romantiques, naturalistes, etc., parce que les documents littéraires qui nous ont indiqué qu'il y avait ces mouvements littéraires. D'accord, merci. Donc on revient à l'histoire de la littérature, ok, mais c'est plus un moyen de codifier la littérature, de l'inscrire dans une époque. Mais la littérature en soi ne parle pas de naturalisme, non, c'est après. On s'est dit, ok, donc cette œuvre appartient au mouvement, par exemple Zola appartient au naturalisme. Mais Zola n'a pas, enfin si Zola a écrit en voulant créer un mouvement, mais par exemple un autre poète comme Baudelaire, voilà, il n'a pas écrit en pensant je vais faire ce mouvement littéraire. D'accord, c'est quelque chose qu'on a écrit après, on a voulu inscrire dans une histoire de la littérature. Mais ce que vous dites est très juste. La littérature, c'est aussi le reflet d'une époque. Okay, la littérature parle de la société. La littérature parle des individus dans la société, des idées des époques aussi. Okay, donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Ok, mademoiselle, ici. Et vous aussi? Ok. Donc, Et combien... toi, Alexandra, tu ne donnes pas ton avis de la littérature en tant que française? Voilà. Je vous dirai après. Je vous laisse d'abord parler. Toi aussi, Nadia. Bonjour, je m'appelle Zina Hassan et j'étudie le français à la faculté des langues. Et pour moi, je vois que la littérature est l'héritage des nations. Ça veut dire que la littérature va préserver le patrimoine d'un pays et va aussi, préserver la... Plus près du micro, on n'entend pas, je crois qu'il est éteint, non? Oui, si, juste par plus près. Oui. Et ça veut dire que la littérature va préserver le patrimoine d'un pays et la culture et aussi la valeur d'une nation. D'accord, donc c'est aussi un patrimoine culturel. La littérature fait partie du patrimoine culturel. Ça peut être d'un pays, par exemple, ou d'une langue, d'une culture. Tout à fait. Très bonne remarque. Et il restait donc mademoiselle aussi. Fawaz? Oui, passez-vous le micro. Bon, d'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Mariam Joassem, je suis étudiante ici à l'Institut français, Nouveau Bordeaux. Pour moi, la littérature veut dire inventer un monde extérieur de ma vie réelle, parce que moi, quand je lis un roman, j'invente le monde entier de le roman. Même les personnages qui existent dans le roman, les descriptions qui existent dans le roman m'aident à inventer tous les détails qui existent dans le roman. Donc, pour moi, la littérature est un monde extérieur de ma vie qui m'aide à être calme, à l'aise, qui m'aide à s'amuser. Quelquefois, ça dépend à la roman que je lis. Merci. Merci beaucoup. Comme un compagnon alors. Nadia, est-ce que tu voudrais nous répondre à cette question? En fait, pour moi, c'est presque tous ces choix. Donc, ça dépend du moral. Si j'étais contente, donc c'est peut-être une découverte. Si j'étais triste, c'est une sortie de la réalité. Et des fois, c'est juste pour plaisir, juste pour découvrir un écrivain ou une culture différente. Donc, ça dépend du livre et d'écrivain, bien sûr. Et aussi, une chose, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, normalement, on peut découvrir facilement la langue par sa littérature. Parce que là, par exemple, ils ont parlé de Guillaume Musso. Et pour moi, les livres de Guillaume Musso, c'est ce qui est moderne et je peux apprendre comment parler comme les Français en 2021. Donc, c'est pas comme Molière avant ou même Baudelaire, parce qu'il y a des mots qui n'existent plus.
Donc ça, c'est une aide de langue avec la littérature. Donc c'est ça. Oui, c'est vrai que la littérature, les livres sont un allié pour vous dans l'apprentissage d'une langue étrangère, tout à fait. Après, les mots utilisés par Baudelaire sont toujours utilisés en poésie, d'accord? Mais c'est vrai qu'on ne va pas l'utiliser au quotidien, malheureusement. Ou au Molière. Ou Molière, bien sûr. Même Beaumarchais. Oui. Mais c'est du théâtre. Donc le théâtre, on peut aussi avoir des spectacles qui utilisent bien sûr cette langue-là. Donc elle n'est pas morte. Ok. Mais elle n'est pas. Super. Voilà. Mais donc c'est toujours bien de s'intéresser à la littérature, d'enrichir son vocabulaire. Donc tu as tout à fait raison. Donc moi je ne vais pas répondre à la question. Pourquoi? Parce qu'en fait ma réponse est présente dans le programme de l'atelier en fait. Je vais vous montrer le programme rapidement. Est-ce que tu peux remettre... Pardon, excusez-moi. Une petite transition technique. Voilà. Donc, je vais commencer par une citation de Paul Éluard. Vous connaissez Paul Éluard, un poète qui écrit des poèmes d'amour à Elsa, notamment, aussi grand résistant. La littérature ne reproduit pas la réalité, elle en produit une. Ça rejoint ce que certaines personnes ont dit. En donnant voix à ce qui n'était pas apparent avant elle. Donc, la littérature permet de créer une nouvelle réalité aussi. Une réalité complexe. Une réalité qui peut nous parler, ou qui peut nous faire rêver, qui peut nous faire réfléchir. D'accord? Il y a beaucoup de dimensions à la littérature. Donc, qu'est-ce que la littérature? On y a répondu. La littérature peut être un compagnon, on va le voir, un échappatoire, mais aussi et surtout, c'est un espace intime, personnel, où chacun, justement, peut construire quelque chose, une relation. On parlait du lien aussi entre la littérature et la réalité. Ça parle de vous aussi. Ça vous permet de vous construire dans votre identité. Certains personnages vous parlent. Certains personnages vous aident à comprendre votre vie aussi. Certains personnages peuvent vous aider à comprendre les membres de votre famille, parfois. Parce qu'on ne peut pas parler, on communique différemment, parce qu'on communique par l'imagination, sans forcément mettre des mots clairs, directs. C'est violent, la communication, quand on se parle. On ne se connaît pas ou on se connaît, et on doit se parler. Parfois, c'est très violent, on n'arrive pas à trouver les mots. C'est très difficile. On n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent. C'est très difficile, la communication. Et pas seulement en langue étrangère, dans sa propre langue. La communication, ça peut être très difficile. Mais grâce à la littérature, on entre dans une autre communication. Et quelqu'un l'a dit aussi, c'est la communication des sentiments. On peut exprimer beaucoup de choses avec la littérature qu'on ne peut pas dans la communication, quand on communique et qu'on doit respecter un code de communication. Donc la littérature nous permet de nous exprimer aussi, de nous retrouver, de trouver les mots qui nous parlent. Et on trouve dans la littérature des idées, des personnages qui nous permettent de prendre du recul, prendre de la distance avec le quotidien, et du coup, peut-être d'avancer. Ok, on va voir ça tous ensemble. Voilà ma brève description de qu'est-ce que la littérature pour moi. Ensuite, on aura un petit quiz littéraire qui vous a été préparé par Nadia, comme chaque fois. Et ensuite, un petit sondage pour savoir de quoi vous voudriez parler la prochaine fois. Voilà. Donc bon, je ne vais pas tout lire, mais quand on dit « qu'est-ce que la littérature ?», ça renvoie à une œuvre majeure de Sartre. Oui. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous? Vous l'avez lu? Vous avez lu, vous l'avez parcouru. Bon. Vous avez lu ce que vous... Oui, voilà, vous avez... Bien sûr, en général, c'est le type... Pardon? Vous avez pris des citations pour votre mémoire, voilà. C'est une bonne ressource, une bonne base pour essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce que la littérature pour la littérature. On va vous donner le micro pour que vous puissiez... Mais oui, je pense que vous avez utilisé des idées qui étaient présentes dans l'œuvre tout à l'heure.
Donc juste rapidement. En fait, il a essayé de montrer la littérature comme une responsabilité, lui. Et lorsqu'il dit que les mots sont comme des balles, lorsqu'on parle, on tire. C'est-à-dire, celui qui parle, celui qui écrit, c'est une responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai écrit une arme. La littérature, c'est une arme. C'est une phrase célèbre de Sartre. Donc là, on est dans un contexte particulier, merci. Exactement. Où en fait, la littérature doit être engagée. D'accord ? Pour tous les écrivains. Lorsqu'on écrit, on s'engage aussi. D'accord ? On a comme une forme d'engagement politique nécessaire et qui est aussi nécessaire pour l'intellectuel, qui a une place dans la société. Lui, il prend les armes, mais non pas pour aller attaquer le voisin ou d'autres. Ou maintenant, maintenant, on attaque plutôt directement sur Internet avec des cyberattaques ou des choses comme ça. Non, on attaque avec les mots, pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas ou proposer des pistes de réflexion. Voilà, c'est un peu tout l'enjeu de l'essai de Sartre sur la littérature. Que la littérature, justement pour lui, ce n'est pas seulement du divertissement ou de l'évasion. La littérature, c'est une arme aussi. On l'a vu, je pense que ceux qui ont étudié la littérature française parmi vous, tout ce qui est Voltaire, tous ces écrivains très engagés aussi. Un peu moins, oui, Rousseau aussi. Vous connaissez qui comme écrivain engagé? Camus? Qui d'autre? Qui vous connaissez comme... Ou d'autres écrivains, pas forcément francophones, qui sont engagés? Oui, les écrivains des Lumières, d'accord. Victor Hugo, tout à fait. Qui d'autre, j'ai entendu? Oui, Rousseau, ça c'est... Stendhal, c'est plus historique, Les autres, non, pas d'idée. Bon, c'est pas un test noté à la fin, hein, je vous rassure. Vous n'aurez pas une mauvaise note si vous ne répondez pas juste ou faux. Bon, la littérature, rien que le mot littérature a plusieurs définitions. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes qui montrent la complexité du mot. Donc, d'abord, la connaissance des lettres, culture générale. L'idée de connaître la littérature, donc connaître la culture générale en général. Ensuite, c'est ce qu'on a un peu utilisé jusqu'à présent, l'usage esthétique du langage écrit. D'accord ? Donc tout ce qui est littérature, histoire et littérature, langue et littérature, théorie de la littérature. Bon. On a vraiment l'idée d'un usage esthétique, de la beauté. Mais il y a aussi l'ensemble des productions intellectuelles qui se lisent, qui s'écoutent. Donc littérature, plus l'origine géographique, donc là on en a parlé, anglaise, chinoise, française. Littérature qui précise une période, donc littérature médiévale, littérature contemporaine, et littérature qui précise le genre d'œuvre. Littérature décadente, dramatique, enfantine. Donc là, on va préciser marginale, pieuse, populaire. Voilà le type de littérature, le genre de littérature. Donc on le voit, c'est la définition du dictionnaire en fait de la littérature. Mais nous, on va aller au-delà de cette définition-là. L'idée, c'est de sortir de cette définition-là pour faire une définition ensemble, à plusieurs. Finalement, je pense qu'on ne va pas utiliser Mentimeter, on va faire passer le micro. Je préfère le faire comme ça, parce qu'on ne va pas perdre le temps avec la technique, c'est peut-être mieux. Est-ce que vous aimeriez nous parler de votre œuvre préférée? Levez la main. Bon, allez-y, J'ai que 2 personnes, mais j'aimerais que tout le monde participe. Les autres, ceux qui ne veulent pas parler, alors connectez-vous. On peut mettre quand même Youssef, en fait. Remets je crois qu'ils n'ont pas vu le chiffre. C'est le même, non? C'est pas les mêmes codes? C'est les mêmes codes, hein. C'est les mêmes codes, normalement. Bon, on va vous écouter. Ouais, et en fait, mon livre préféré, c'est que j'ai choisi dans mon mémoire,
c'est pour Sartre aussi, hein, c'est les mains sales. D'abord, j'ai voulu savoir c'est quoi les mains sales, qu'est-ce qu'il veut dire Sartre par ce titre. Et lorsque j'ai... En fait, j'ai pas entendu le titre. Est-ce que vous pouvez... Les mains sales. Ah, ouais, oui, les mains sales. Les mains ok. sales, oui. Et j'ai voulu lire ce livre. Lorsque j'ai lu, j'ai vu qu'il parle directement, il s'attaque directement aux politiciens. Et j'ai voulu faire un rapport, hein, en fait, entre les deux civilisations françaises, irakiennes, etc. Et il parle de la littérature. Il parle de la politique. Il parle de la politique là-bas. Et ça m'a guidé vers l'autre livre qui est Les Mouches, qui parle aussi de la politique, mais indirectement, en fait. Oui. Et grâce à là, j'ai appris comment être responsable. J'ai appris la vraie signification de mon littérature. Littérature, c'est pas seulement pour s'enfuir à la vie. La littérature pour savoir comment vivre, comment être responsable, comment trouver des solutions pour la société. Et ici, en fait, je vous parlais aussi de Camus que vous avez cité. En fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais moi, je ne trouve pas vraiment que Camus était vraiment engagé. Il n'a pas trouvé des solutions. En fait, il était triste et il croit au destin. Même sa mort était par destin, comme il croit. Et il a présenté une pièce de théâtre qui s'appelle Les Justes, qui cite que peut-être on peut trouver quelqu'un qui est un politicien qui est honnête. Mais Sartre a répondu par deux choses. Il a répondu par une phrase dans les médias et par une autre pièce, c'est Les Mains sales. Et il a dit à Camus qu'il est encore enfant dans la politique. Et alors moi, je ne trouve pas qu'il est vraiment engagé, c'est parce qu'il n'a pas présenté des solutions, même dans l'étranger, il est triste. Et lorsqu'on demande pourquoi tu as fait ça, il dit je sais pas, c'est pas une solution. Oui, alors peut-être je suis encore un peu sorti du sujet. Mon livre préféré, c'est Les Mains sales, c'est parce qu'il parle, et il nous explique comment être des vrais citoyens, pour ne pas être, disons, trompés par les titres des politiciens, pour les politiciens, des partis, etc. Et comment être fort, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Quelqu'un d'autre? Alors, je voudrais juste dire que là, il a surtout beaucoup parlé de la différence d'opinion entre Sartre et Camus. Ok. Bon, après, par essence, je pense que l'écrivain est engagé. Mais pour Sartre, Camus n'était pas assez engagé. Mais si vous avez lu l'excellente pièce de théâtre des Justes, il y a quand même un engagement, une réflexion en tout cas sur le rôle de l'engagement, notamment par des terroristes en fait, par l'acte terroriste. Ok. Quelqu'un d'autre voudrait nous parler de son œuvre préférée? Youssef, tu peux afficher? Bon, Amjad ici. Bon, vous n'avez pas pu vous connecter? Non, vous n'avez pas pu vous connecter à celui-là? Bon. Ça marche pas, ouais. Donc, on retourne, c'est pas grave. On va parler, c'est pas grave. C'est oui. pas vraiment une œuvre préférée, mais pour l'étranger de Camus, je pense que c'est l'humour de la culture incarné dans cette œuvre, parce qu'il a reflété la vraie vie dans une style très clair, avec des images pas très sombres, mais reflètent quelque chose de notre quotidien. Les événements qui ont toujours essayé d'éviter de parler ou de discuter cet événement, Camus il fait son artisan, utiliser son profession, de refléter toutes les pensées qui gardaient dans notre cerveau, avec une image très claire, sans rien de limites. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire de notre réalité.
tout semble. D'accord. Donc on a beaucoup de fans de Camus et de Sartre en Irak. Ce n'est pas nouveau. Oui, allez-y. Et après vous, d'accord, promis. Je préfère un roman. Vous pouvez parler plus proche du micro, on ne vous entend pas. Oui. Je préfère l'œuvre littéraire, c'est un roman. Parce qu'il considère le critique généralement, elle considère le critique la mauvaise action. Parce que la littérature, les écrivains écrivent pour la société. C'est une façon de critique. Oui, c'est un roman considère généralement pour critiquer la société. D'accord, merci. Mais vous n'avez pas de livre préféré? Un roman préféré, non? Non, non. Non, vous aimez tous les romans? Un roman. D'accord. Oui. Merci. Amine, quelqu'un d'autre après voudrait? Ok, Malak. Il y en a qui ne parlent pas depuis tout à l'heure. J'aimerais bien faire connaissance avec vous aussi. J'espère que vous allez oser parler. Concernant les écrivains et les chefs-d'œuvre des écrivains, en étudiant le français pendant les années passées, j'ai admiré beaucoup le roman de Flaubert, Madame Bovary, parce que à travers ce roman, Flaubert a voulu nous présenter deux écoles littéraires à travers son roman. L'école réelle ou réaliste de Madame Bovary, l'école romantique, et l'école réaliste de son amant. Je pense qu'il s'appelait Rodolphe ou Adolphe. Donc, à travers ce roman, Flaubert a voulu nous indiquer que ce sont les situations ou les deux situations de la société française pendant le 19e siècle. Donc, nous vivions avec ce roman et avec les décrits de Flaubert. Il a bien décrit le roman, les techniques en général du roman. En même temps, on peut trouver que Flaubert a voulu condamner le romantisme à travers le roman. Et ça, les situations qu'il a voulu condamner ou refuser à cette époque-là, ce sont, à mon avis, vraiment des situations réelles. Jusqu'à nos jours, ça existe aussi. Et c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous êtes beaucoup inspiré par la théorie littéraire. En général, c'est les combats menés par les écrivains ou représentés par les écrivains qui vous parlent. Bon. Quelqu'un d'autre voudrait... Ok, donc ici aussi, Malak et Zéna. Ok. Oui, on est mieux assis. Parle un peu plus proche parce qu'on n'entend vraiment pas, il faut rapprocher. D'accord. Mon livre préféré s'appelle Alwan, Colère, pour Atam Adel. Il est un écrivain irakien. Ce livre concerne des petites histoires. Ce sont des histoires fictives sur les humains et les dons et sa vie. Et ce livre m'a aidé à me connaître mieux. Par exemple, comme je lis une histoire sur la mort, par exemple, dans ce livre, et ça me fait connaître que j'ai peur de ces choses. Et quand je lis une autre histoire sur l'amour ou autre chose, ça
ça me fait me connaître mieux. Et donc, ce sont les couleurs de ce livre. D'accord, merci, très intéressant. Alors, au début, je voudrais juste dire que j'ai commencé à lire depuis 6 ans. Et pendant cette période-là, l'un de mes amis m'a recommandé un livre qui s'appelle Un jeu d'ange, ou Le jeu d'ange de Carlos Savon, si vous le savez. C'est un écrivain espagnol. J'ai lu beaucoup de livres pendant cette période-là. Et j'ai entré dans la littérature française, la littérature américaine, la littérature russe et la littérature même arabe. Mais je n'ai pas trouvé un livre qui vous savez, proche de moi. C'est toujours quelque chose qui est manqué, je ne sais pas. Mais quand mon ami m'a recommandé ce livre, j'étais comme, ok, pas de problème, pourquoi non? Alors j'ai commencé à lire ce livre. Et je ne sais pas, c'est la première fois que je sens que je suis dans un monde totalement différent. Totalement pas comme la vivre. Et en fait, c'est un livre qui est a un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, parce que c'est un livre qui parle des livres qui sont morts, des livres qui personne ne l'intéresse pas, des livres que dans un moment on se trouve perdu. Alors pour cela, j'ai fini le livre. Quand j'ai fini le livre, je me suis trouvée que je veux pleurer. Parce que c'était un livre très très touchant. Il m'a bouleversée vraiment. Et c'est la première fois qu'un livre fait quelque chose de moi, quelque chose comme ça. On voit que ça vous a touché, je suis moi-même émue en vous écoutant. Mais n'hésitez pas à le partager après sur le Facebook. Vous pourrez nous mettre le nom du livre et oui. Comme ça on pourra le recommander à d'autres personnes aussi qui pourraient être touchées. Ouais. Comme ça, très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Non. Bon, on aura d'autres sujets pour discuter. Alors, je voulais faire une petite parenthèse littéraire, parce que c'est bien de parler littérature, mais c'est bien aussi de s'imprégner dans la littérature aussi. Donc si vous voulez avoir le texte avec vous, vous pouvez scanner le code. Bon, il est un peu gros, mais... Je vais vous lire un des poèmes de Baudelaire qui m'a beaucoup parlé. Okay. Pour moi, en fait, la littérature, c'est pas seulement les romans. On a parlé beaucoup de romans depuis tout à l'heure, mais c'est aussi la poésie. Et la poésie, ça nous aide vraiment, enfin en tout cas pour moi, enfin je pense pour beaucoup de gens, à retrouver des instants, des expériences qu'on a vécues très fortes. Et après, on peut difficilement trouver des mots pour les exprimer, mais on les retrouve un jour, au-delà d'une lecture, on retrouve cette sensation, cette expérience, ce qu'on a vécu. Et moi, je trouve que ce poème de Baudelaire, donc, qui est présent ici dans Les Fleurs du Mal, me parle beaucoup. Je vous propose de le lire, et après, dites-moi si ça vous parle aussi à vous. Est-ce que ça fait écho à des images que vous avez vues? Est-ce que ça fait écho à... Est-ce que ça vous rappelle une situation? Ou ça peut être un film aussi qui vous a parlé par association. On peut lier différentes choses. Alors, je vous le lis. Bon. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé,
Ou toi qui le savais? Bon. Il y a certains mots certainement qui nous... Par exemple, balançant le feston et l'ourlet, c'est de l'habillement. Okay, c'est la façon dont elle marche. Okay, elle balance le feston et l'ourlet. Donc on a à la fois ici une idée de mouvement et du temps qui s'arrête. Okay, on a cette femme qui passe et le temps s'arrête. Mais en même temps, elle continue à avancer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce poème vous parle? Vous l'avez déjà lu? Quelqu'un l'avait déjà lu? Dans les fleurs du mal? Non? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Oui, on vous écoute? Attendez, il n'est pas allumé le micro. Ouais. Pardon. En lisant ce poème, on a eu une image à travers les vers de l'écrivain ou de l'auteur. Il nous décrit ici une femme française ou une européenne avec une belle... Oui, c'est la première image que j'ai eue en lisant ce texte. Je vous le dis honnêtement. Et il nous décrit une femme, une silhouette française, c'est vraiment une française pure, ou une européenne en général, avec les vêtements noirs et avec la beauté. Et bien sûr, elle est blanche à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Peut-être, oui, mais moi je ne veux pas prononcer ça d'un côté raciste, non. Oui, j'espère. Mais je parle de l'époque de Baudelaire. En général, c'est l'idée décrivant une femme. D'accord. Donc oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'associe à l'Europe aussi? C'est parce qu'on reconnaît Paris aussi, quelque part. On connaît la grande ville, des gens qui passent. Donc oui, on peut avoir cette image de l'européenne. Ok. Est-ce que quelqu'un voudrait commenter aussi ce que ça peut... Non, ça ne vous inspire pas autant qu'à moi? Bon. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la rencontre. Okay, de rencontrer quelqu'un, ça peut être un ami ou quelqu'un qu'on voit soudainement et hop, qui disparaît. Et il est déjà parti, on n'a pas eu le temps de se souvenir de son prénom, de cette personne qu'on avait rencontrée avant. Okay, il y a toutes ces idées-là. Bon, alors, je rejoins la première idée de la littérature comme compagnon. Bon, vous, j'imagine qu'à l'école aussi, vous devez apprendre la littérature. Vous apprenez de la littérature arabe, j'imagine, des grands auteurs arabes, vous devez au programme. Voilà, ça permet aussi d'avoir une idée, de pouvoir se former aussi intellectuellement en connaissant la littérature qui est le reflet d'une époque, des choses comme ça. Parce que la littérature, c'est aussi une source d'information, des informations historiques et culturelles sur une époque, okay, on l'a dit. Certains d'entre vous en ont fait une spécialité d'ailleurs, la littérature. Donc c'est vraiment un objet d'étude. D'accord ? Il y a cette idée de compagnon, de formation intellectuelle des individus. Et il y a aussi l'idée de compagnon pour se préparer à la vie. Les enfants adorent les contes de fées. Les enfants adorent les histoires. D'accord ? Et c'est grâce à ces histoires-là qu'on nourrit son imagination aussi, qu'on peut grandir, qu'on apprend aussi. Dans les contes de fées, il y a toujours une chose. Une morale, à la fin. Donc ça nous permet d'apprendre, ça permet à la société de contrôler les individus aussi, voilà, de donner des limites, des choses à ne pas faire. Si tu fais ça, il va t'arriver ça, fais attention. Tout ce qui arrive au Petit Poucet ou tous les personnages de contes de fées. C'est un moyen de faire apprendre des choses par les histoires. Ok, oula. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. On est allé trop loin. Ok. Bon, ça, je vais passer. Ok. Bon, j'ai 2 petites questions, si ça peut. Bon, on a déjà un peu répondu. Mais je vais poser la deuxième question. Est-ce qu'à votre avis, il est indispensable d'enseigner la littérature aux plus jeunes? Je ne sais pas si vous apprenez la littérature ou pas à l'école, au lycée. Est-ce que vous pensez que c'est utile ou que ça sert à... En France, par exemple, il y a un débat. Les jeunes ne veulent plus lire. C'est ce qu'on pense. Ils ne veulent pas apprendre la littérature, ça ne sert à rien. Il vaut mieux apprendre à faire des mathématiques que de lire des livres ou d'apprendre des choses sur la littérature. Bon.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui. Oui, c'est différent pour notre jour, mais avant, c'est la littérature qui prend la responsabilité de transmettre les rituels, les infos, soit scientifiques, de notre domaine professionnel, et même les événements historiques, les victoires d'une république ou d'un groupe d'armées à travers tous les domaines de la littérature, surtout les poèmes. La littérature arabe très connue avec Al-Mu'allaqat, qui était une sorte d'ancienne sorte de la littérature qui a une forme très organisée, très structurée, respecter tous les points importants de faire une poème, le point de la poésie, le point principal de la poésie. Donc oui, la littérature, c'est très important pour les enfants, pour les débuts de certains individus, c'est la base. C'est tout ça. Merci Amjad. Que oui, allez-y, on va vous laisser parler. Oui, la littérature a changé ma vie, a changé beaucoup ma vie, parce que chaque jour, je lis un roman, une histoire, un poème pour la communication avec mes amis. Quand je parle, je écris une histoire, quelque chose. D'accord, donc vous avez répondu à la première question, alors que la littérature vous accompagne du quotidien. Merci. Ok. Merci. Vous aussi, Rida? Ok. Ben, en fait, moi je crois que la littérature et l'enseignement de la littérature est vraiment indispensable pour tout le monde et tous les types de gens. Enfants, jeunes, et grands hommes. Moi, avant de commencer de lire, avant de commencer de lire les livres français, moi j'ai considéré la littérature comme une perte de temps en fait. J'ai voulu seulement travailler, il faut gagner, il faut vivre. Mais après que j'ai commencé à lire les livres français, non, j'ai vu que la civilisation, l'histoire se répète en fait. L'histoire se répète. Et lorsqu'on étudie un siècle, et lorsqu'on étudie une histoire, nous allons trouver peut-être des solutions pour notre société, solutions pour nous-mêmes, nous. Et ok, on peut travailler, on peut chercher à vivre, mais c'est bon de fixer 1 heure par jour pour lire, pour découvrir la littérature, notre civilisation. Parce que comme j'ai dit, vraiment, l'histoire se répète. Nous vont toujours trouver des solutions. Voilà. C'est vraiment indispensable, l'enseignement de la littérature. D'accord, merci. C'est convaincant. Monsieur, on va vous donner le micro et présentez-vous parce qu'on ne vous connaît pas encore. Deuxième question. Attendez, juste, vous pouvez vous présenter parce qu'on ne vous connaît pas. Je m'appelle Imad, je suis fonctionnaire dans les chaînes de l'Irak pour l'officiel. Pour les deuxièmes questions, je pense que oui, c'est très indispensable pour l'enseignant de littérature aux plus jeunes. Parce que le plus jeune, c'est une personne fraîche. Son cerveau, comment le blanche carrière. Il comprend, sa mémoire, c'est très forte. C'est une bonne pour lui, pour eux. Comment pour tout le lycée et l'école, c'est très important pour le plus jeune, pour l'enseignant, le professeur, pour étudier les plus jeunes, la littérature.
c'est une plus importante source d'inspiration pour eux. C'est mon avis. Merci beaucoup, madame. D'accord, merci monsieur. La littérature comme source d'inspiration pour les plus jeunes, c'est vrai. Dans la construction dans la construction de l'identité aussi des jeunes. Oui, Baloura. Moi, je suis tout à fait contre forcer quelqu'un à apprendre quelque chose. Alors, c'est la première chose. Parce que moi, avant, j'apprécie pas la littérature, alors je l'ai appris forcément. Et je le déteste parce que je l'ai appris forcément. Alors... En étant forcé. Oui. Ça, en étant forcé. Alors, ça, je suis contre, tout à fait. C'est quelque chose de personnel. Si tu aimes la littérature, apprendre la littérature. Tu apprécies l'art, la science, apprendre l'art et les sciences. Alors, je trouve apprendre quelque chose, c'est plutôt personnel. Alors, contre. D'accord, merci. Quelqu'un qui est contre, c'est bien aussi de ne pas avoir que des gens pour. Merci beaucoup, Baloura. Oui, Amine, vous voulez rebondir? Madame, je suis presque, c'est pas à l'avis de Baloura, mais j'ai une autre opinion. C'est de trouver ou de réfléchir qu'il y a deux côtés dans ce domaine. C'est-à-dire, est-ce que la littérature pour les Français francophones ou pour les Français dont la langue est maternelle, le français est leur langue maternelle, pour moi, c'est-à-dire à mon avis, qu'ils soient des Français ou que ce soit des Arabes, les maternelles, c'est-à-dire les compatriotes, à mon avis, c'est obligatoire, ou c'est pas obligatoire, mais c'est d'insister sur la littérature et l'apprentissage de la littérature, que ce soit des poèmes, des romans, etc., ou des contes pour les enfants. Mais pour les francophones, pour ceux, à mon avis, qui veulent apprendre le français comme une langue étrangère, pour ceux qui veulent enseigner le français, c'est pas la peine d'insister sur la littérature. C'est pas tout à fait 100%. Oui, peut-être on pourrait avoir une petite information de la littérature, etc. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Vous avez la culture française, vous avez la presse, c'est comme moi, comme un francophone, comme quelqu'un qui aime apprendre le français, jour après jour, et comme quelqu'un qui aime savoir plus ou connaître la culture française de plus. Donc, on a plusieurs moyens au lieu d'insister sur la littérature. Mais je reviens à mon premier point de vue concernant la langue maternelle, comme l'arabe ou le français pour les Français en France. C'est très important. C'est très indispensable. Jusqu'à maintenant, je suis spécialiste en français et j'insiste sur ma littérature maternelle, la littérature arabe, que ce soit abbasside, omeyyide, etc. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Amine. Donc oui, la littérature comme socle culturel aussi. Donc en fait, dans notre langue maternelle, il vaut mieux avoir son socle culturel et ne pas, comme l'avait dit Baloura, vraiment insister ou forcer la lecture, car on peut perdre le goût finalement de la langue. Bon, on peut se perdre dans la complexité. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à ces questions? On passe à la section suivante. Ok. Ok. Je vais faire une autre citation qui, moi, me parle beaucoup. Donc on a parlé de poésie tout à l'heure, parce qu'on avait vraiment beaucoup trop parlé de romans au début. Donc moi, j'ai introduit d'abord la poésie, et là, je vais introduire le théâtre. Bon, c'est pas de la littérature francophone ou française, je suis désolée, c'est Shakespeare. Ok. Donc, Shakespeare, dans Comme il vous plaira, a cette réplique qui, moi, m'a beaucoup parlé. Donc, je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Donc, le monde entier est un théâtre, et tous les hommes et les femmes non seulement des acteurs. Ils ont leurs entrées et leurs sorties. Et un homme, dans le cours de sa vie, joue différents rôles. Est-ce que vous connaissez cette citation? Vous l'avez déjà lue? Est-ce qu'elle vous parle? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous en tant qu'individus dans la société? On joue différents rôles, non? Vous n'avez pas l'impression que
Bon, quand on sort de chez soi, ok, on est en famille, dans l'intimité, ok, on est nous-mêmes. On sort dans la rue, c'est bon, on a porté notre rôle, on a mis notre premier costume. On va au marché, ok, on a le premier rôle, ok, de client. On va au travail, ok, on a le rôle d'employé tel qu'on doit l'être. On peut avoir un rôle différent avec notre chef, avec nos collègues, voilà, mais tout le temps, on est en train de porter un costume et un masque. Non? Bon, je vous laisse réagir à cette citation. Oui. Mais en fait, ça m'a donné l'impression que Shakespeare imagine que rien n'est réel dans ce monde. En tant qu'acteur, c'est-à-dire on ne présente pas la réalité. On joue des rôles. Ça, c'est d'abord. Et ensuite, je crois qu'il pense que tout était déjà réglé. C'est-à-dire, on joue un jouet, on fait un jeu. C'est-à-dire, personne ne décide quelque chose. Tout est déjà décidé. Ça, moi, j'ai eu cette impression de cette phrase, en fait. Tout à fait, c'est justement le théâtre baroque. Donc c'est à Shakespeare, mais il y en a d'autres, mais c'est exactement ça. L'idée que finalement, les dés ont été jetés. Okay, mais il y a aussi cette idée que, voilà, l'idée des rôles qu'on joue dans la société en tant qu'individu. D'accord ? On joue tous des rôles dans la société. Okay, on a notre identité, on va dire, intime, personnelle, et l'identité publique ou sociale, qui se compose de différents rôles en fonction des situations aussi. Et en fonction du regard que les autres portent sur vous. Oh là là, l'enfer, c'est les autres alors. Toujours Sartre. Sartre nous accompagne pendant tout l'atelier là. Ok, merci Rida. Quelqu'un d'autre voudrait commenter? Non? Oui, Amjad. Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes, mais chacun est responsable des rôles, qui fait son rôle, donc il est responsable. C'est pas vraiment, je ne suis pas d'accord avec Rida, qu'il y a déjà réglé. Chacun il a la responsabilité de faire son rôle. Donc, c'est pas vraiment réglé déjà. C'est vrai. On doit tous jouer un rôle, mais ça ne veut pas dire qu'on est des bons acteurs aussi. Tout à fait. Ok. Bon. Personne d'autre ne veut... Ah, voilà, Baloura. Jouer le rôle de la personne qui répond à la question pénible devant tout le monde. Ça aussi, c'est un rôle à jouer. En fait, cette citation, elle me rappelle, un jour, il y a une femme sur les réseaux sociaux, elle était une femme française. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu rêves d'être à l'avenir? Et moi, en tant que j'apprends le français, je ne peux pas le nier, j'aimerais bien travailler dans ce métier, le français toujours. Mais concernant le rêve, j'ai toujours rêvé d'être actrice. Alors, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime le film. J'aimerais bien être actrice, mais c'est ça, juste un rêve. Elle m'a dit, cette femme, elle m'a dit que tu peux bien être actrice comme tu veux, sans le cinéma. Tu peux être une actrice et tu peux jouer le rôle ce que tu veux dans la vraie vie. Tu peux dire les choses que tu veux, tu peux être libre. Et tu peux improviser les rôles que tu veux, les mots que tu veux. Et moi, j'aimerais beaucoup ça. Et elle m'a dit, soyez actrice dans ta vie. Et sans le cinéma. Alors ça, cette citation, elle me rappelle beaucoup de cette phrase-là. C'est exactement ça. Ouais. Merci pour ce témoignage, Baloura. Merci. Quelqu'un d'autre? Inspiré? Non? Bon, on va continuer. Ok, je vais passer. Alors, on va regarder la deuxième vidéo. Ok. Donc on rentre vraiment dans l'intimité, la littérature dans l'espace d'intimité. Et comment se comprendre grâce à la littérature. D'accord, je vais montrer une petite vidéo d'Antoine Compagnon. C'est un grand professeur de littérature comparée au Collège de France. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il nous parle de la littérature pour les individus. On va le voir. Ok. Donc, je propose de le regarder une première fois. Si c'est pas clair, on peut le regarder une deuxième fois. D'accord? Vous me le dites simplement. Youssef, c'est bon? Il manque le son.
Bonjour Antoine Compagnon, Bonjour. vous occupez la chaire de littérature française, moderne et contemporaine. Qu'est-ce que ça nous apporte la lecture, puisque vous la vivez comme une expérience? Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui. Notamment celui de Proust, mais beaucoup d'autres. Chacun appelle littérature ce qui l'a transformé, ce qui l'a fait, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Mais ceux qui ne lisent pas, ils sont bien quelque chose. Ils ont lu des livres d'enfants, ils ont lu des contes de fées, ils ont lu des romans photos, ils ont lu... En vérité, ce qui transforme, me semble-t-il, c'est la forme du récit. Chacun d'entre nous se raconte sa vie. Il est important pour vivre d'avoir un récit de sa vie. C'est Paul Ricoeur qui disait ça. Pour vivre bien, pour vivre sans trop souffrir, il importe d'avoir ce que Paul Ricoeur appelait une identité narrative, c'est-à-dire un récit de ce qu'on est, qui nous mène à ce que nous sommes. Et ce récit, nous en avons appris la forme dans les livres, mais je crois que la littérature, le récit, mais aussi la poésie, ont beaucoup d'effets sur la manière dont nous vivons. Vous savez, je comprends qu'on puisse avoir peur de la littérature. La littérature fait... Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas, hein. Il y a peut-être de moins en moins qui lisent, mais la peur de la littérature est quelque chose de, à mon sens, tout à fait légitime et dont il faut tenir compte, parce que la littérature peut vous bousculer, peut vous bouleverser, peut vous transformer. Chaque fois que je prends un livre, eh bien, je prends un risque. Et le risque d'en sortir différent de ce que j'étais en l'ouvrant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles cessent de lire à partir du moment où ils se rendent compte de cela. Ok, est-ce que c'était clair ou vous le regardez une deuxième fois? C'était clair? Ok. Il y a eu deux idées importantes. La première, la littérature. Oui, Reda, vous l'exprimer. La première idée que j'ai vue, c'est que chacun représente le livre ce qu'il lit. Et la littérature peut influencer la personne. C'est-à-dire, par exemple, et je pense que c'est déjà clair, moi je parle toujours de Sartre, alors c'est clair que j'étais influencé par l'existentialisme. Ou bien, si je commence à lire et relire de romantisme encore et encore, peut-être ça va m'influencer encore et ça va porter ses influences sur moi. Alors ça, c'est la première idée, c'est que la littérature influence l'homme et la personne. Et peut-être l'autre idée, c'est que on doit réfléchir avant de lire qu'est-ce qu'on lit. C'est-à-dire, j'ai vu une sorte de dangerosité de quelques livres, par exemple, si on n'est pas certain de quelles idées portent-ils ces livres. C'est ça. Merci. Donc, dans la première partie, il nous parle de l'identité narrative de Paul Ricoeur. Que chacun d'entre nous, non seulement on vit notre vie, mais surtout on se la raconte. On ne vit pas seulement notre vie, on se la raconte. Est-ce que vous racontez vos vies? Si oui, comment? Comment vous racontez votre vie, à votre avis? Comment vous avez l'impression que vous racontez votre vie? Ça paraît bizarre comme ça, mais je suis sûre que vous racontez tous votre vie. Rien que cette expression « raconter sa vie ». Dans quel contexte on raconte sa vie? Comme drame. Hein. Comment? Comme drame, récit. Non, mais en général, nous tous. Quand est-ce qu'on raconte nos vies? Peut-être on peut dire qu'on partage notre vie en photo sur les réseaux sociaux. Par exemple, voilà, ça c'est un moyen de raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Merci Nadia. D'autres moments où on va raconter sa vie ou se raconter sa vie? Oui? Notre journal. Oui, quand on écrit un journal exactement. intime. Voilà, très bien. Par exemple, on va mettre vraiment les mots sur notre quotidien par l'intermédiaire d'un journal intime. Il y a une autre situation qu'on fait tous. On raconte notre vie. Pas forcément sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi Nadia? Qu'est-ce qu'on fait normalement chaque jour?
Bah oui, on parle. On passe notre temps à raconter notre vie, hein. C'est ça. Donc, non seulement on vit notre vie, mais on se la raconte aussi. Donc, on la raconte aux autres. Parfois, on ne dit pas forcément la vérité aussi, hein. On dit bien ce qu'on a envie de dire. Bon. Et celle qu'on se la raconte à soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de quoi on a envie de se souvenir? Qu'est-ce qui a été important dans notre vie? Tout ça, ça forme une forme de narration. Ok, donc les mots se perdent quand on parle à quelqu'un. Bon, l'histoire a disparu, elle est tombée dans l'oreille de l'autre. Bon, mais celle que je me raconte, elle va m'accompagner toute ma vie. Toute ma vie, je vais rester avec ce vécu que j'ai écrit en moi, ou que j'ai pu écrire dans un journal si j'en ai la motivation, pour ensuite éventuellement transmettre après ce que j'ai pu écrire, le garder en mémoire, ne pas perdre certains éléments. Ok. Oui, Antoine Compagnon, c'est comme c'est écrit ici, en gros c'est un professeur. C'est pas un écrivain, c'est un critique littéraire et professeur de littérature. Il est professeur de littérature comparée, un grand professeur. Il fait des conférences d'ailleurs vous pouvez retrouver sur YouTube. Je pense qu'il a fait quelque chose sur Sartre et Camus. Je n'en doute pas un moment, pas un instant. Donc c'est une référence sur les études littéraires en France. Est-ce que vous pouvez rappeler le signe? Pardon? Rappeler le signe. Vous voulez regarder la vidéo une nouvelle fois? Ok. Surtout sur la deuxième idée. On n'a pas parlé de la deuxième idée. Quand il dit que la littérature peut faire peur. Bonjour Antoine Compagnon, vous occupez la chaire de littérature française moderne et contemporaine. Qu'est-ce que ça nous apporte la lecture, puisque vous la vivez comme une expérience? Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui. Notamment celui de Proust, mais beaucoup d'autres. Chacun appelle littérature ce qu'il a transformé, ce qu'il a fait, ce qu'il est ou ce qu'elle est. Mais ceux qui ne lisent pas, ils sont bien quelque chose. Ils ont lu des livres d'enfants, ils ont lu des contes de fées, ils ont lu des romans photos, ils ont lu... En vérité, ce qui transforme, me semble-t-il, c'est la forme du récit. Chacun d'entre nous se raconte sa vie. Il est important pour vivre d'avoir un récit de sa vie. C'est Paul Ricoeur qui disait ça. Pour vivre bien, pour vivre sans trop souffrir, il importe d'avoir ce que Paul Ricoeur appelait une identité narrative, c'est-à-dire un récit de ce qu'on est, qui nous mène à ce que nous sommes. Et ce récit, nous en avons appris la forme dans les livres, mais je crois que la littérature, le récit, mais aussi la poésie, ont beaucoup d'effets sur la manière dont nous vivons. Vous savez, je comprends qu'on puisse avoir peur de la littérature. La littérature fait... Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas, hein. Il y a peut-être de moins en moins qui lisent, mais la peur de la littérature est quelque chose de, à mon sens, tout à fait légitime et dont il faut tenir compte parce que la littérature peut vous bousculer, peut vous bouleverser, peut vous transformer. Chaque fois que je prends un livre, eh bien, je prends un risque. Et le risque d'en sortir différent de ce que j'étais en l'ouvrant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles cessent de lire à partir du moment où ils se rendent compte de cela. Merci. Donc, sur la deuxième idée. Rida, vous voulez expliquer? Il dit que la littérature peut faire peur. Ouais, exactement, c'est ça ce que j'ai voulu dire, mais je n'ai pas bien exprimé lorsque j'ai dit la dangerosité de la lecture. C'est ça en fait. Il dit que tout le monde, les gens, ils ont peur de lire parce que peut-être ils vont trouver quelque chose qui n'est pas convenable pour eux, qui peut les transformer, qui peut transporter quelque chose qu'ils n'aiment pas
ou peut-être ils ont peur d'être influencés par une chose bizarre pour eux. C'est ça, pour cette raison qu'ils cessent de lire. C'est ça, ce que j'ai capté. Hein. C'est exactement ce qui a été exprimé ici, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la littérature nous transforme? Ça dépend de la personnalité de celui qui lit. Et ça me rappelle de cet exemple chinoise qui dit si vous croyez à tout ce que vous lisez, ne lisez pas, pardon. Et ça dépend de la personnalité de celui qui lit. S'il est ignorant de la littérature, il croit à tout. Oh là là. Parce que l'histoire est remplie des mensonges et des faits réels. Alors ça dépend. Hein. D'accord. Ouais. Merci pour ce témoignage. D'autres personnes voudraient réagir? Oui, à vous. Oui, Antoine Combanan a dit que la littérature, m'a développé ma vie pour être au bien, c'est-à-dire transformer, bouleverser une autre vie, c'est-à-dire la vie imaginaire. D'accord, merci pour cette explication. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Padak. Attends, on va juste te donner le micro. Est-ce que cela a un rapport, le peur de la littérature, un rapport avec les suicides des artistes, peut-être, Alors, des écrivains? C'est chercher un peu loin, mais oui, c'est de dire que, en tout cas, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'écrivains, oui, qui ont écrit des choses très puissantes, très profondes, qui parlent de mal-être, de souffrance, et donc on peut y être sensible. C'est vrai. Et donc du coup, on prend un risque en se plongeant dans une forme de souffrance, de tristesse. Et les histoires qu'on peut lire peuvent être éminemment tragiques. Donc ça peut en effet nous influencer, ou en tout cas nous toucher, comme si nous avions vécu cet événement. Ou, et c'est là aussi le pouvoir de la littérature, d'arriver à survivre à un événement, même si on ne l'a pas vécu. Et c'était un peu la troisième idée, mais je pense que j'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. D'accord. Oui, si tu peux les rajouter. Je vais juste vous parler... on va pas regarder la vidéo, parce qu'elle est un peu longue, je vais juste l'expliquer. Je vous la mettrai dans les liens, dans les commentaires. Mais est-ce que vous connaissez Boris Cyrulnik? Ça vous dit quelque chose? C'est un neuropsychiatre qui travaille sur un thème très important qui est celui de la résilience. Ça vous dit quelque chose, la résilience? Non? Bon, c'est très à la mode dans la psychologie, notamment anglo-saxonne, mais aussi française. La résilience, c'est la capacité à l'humain de survivre après un traumatisme. D'accord? Lorsqu'on a vécu un traumatisme, on continue à vivre. Souvent. Quand on essaye de continuer à vivre. Et comment est-ce qu'on va arriver à vivre avec un traumatisme? C'est la résilience qui nous permet. D'accord? Donc en fait, on va soigner ou guérir la blessure grâce à une prise de distance sur le traumatisme. D'accord? Et donc la littérature peut permettre, et ça rejoint ce qu'on disait sur lorsqu'on se raconte une histoire, on travaille sur son histoire, sur ce qu'on a vécu. Ça peut être personnel, mais aussi collectif. À l'échelle d'un pays, c'est la guerre. D'accord? La guerre, c'est un traumatisme pour tous. Mais on doit continuer. On doit continuer à avancer. On doit être résilient face à la souffrance, face à tout ce qu'on a pu vivre. On va tous être résilients après cette crise du Covid aussi. Il y a des gens qui sont morts, on a complètement changé notre façon de vivre, mais on continue à avancer. On est résilient. C'est plus que de la résistance, d'accord? C'est la résilience. Donc, c'était cette idée-là que je vais terminer avec cette idée-là, que la littérature, par l'imagination, et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la vie par procuration, nous permet de vivre d'autres vies pour mieux revenir sur notre vie, nos souffrances, nos traumatismes, et de, quelque part, pouvoir continuer à avancer. D'accord? Donc, pour terminer, je vais demander à Nadia de venir sur scène pour un dernier petit quiz. Voilà, donc vous pouvez vous connecter sur Kahoot. Ah, le code n'est pas présent. Oui, mais on l'avait déjà créé, c'est pas grave. Donc s'il vous plaît, prenez à nouveau vos téléphones
Voilà, pour clore cet atelier. Donc c'est Nadia qui prend les rênes, là. C'est Nadia qui contrôle tout. Normalement, vous pouvez aller sur kahoot.it si vous n'avez pas l'appli déjà téléchargée sur vos portables. Et vous pouvez vous connecter à ce code-là. Youssef, la musique. Sans la musique, ça peut pas marcher, Youssef. Il faut qu'on entende la musique. C'est comme un examen sans la musique, c'est pas un quiz. Donc les gens qui nous suivent sur Facebook Live peuvent aussi se connecter. Bon, ça avait marché la dernière fois. Moi, je vais me connecter aussi. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? Bon, il y a un numéro, on ne sait pas qui c'est, mais on espère qu'il se reconnaîtra. Tout le monde a pu se connecter? Levez la main si vous avez des problèmes de connexion. Amine? Mais si tu es là, Amine. Oui, oui, mais ceux qui ne sont pas connectés ou qui ont des problèmes, vous pouvez lever la main? On n'est pas... Là, il y a 11 personnes. Ouais, on a 15 ici dans la salle. Ah, Baloura. Quelqu'un a des soucis? Bon, je pense qu'on peut commencer, non? C'est bon, tous ceux qui veulent jouer sont connectés? Tu peux le lancer? Nadia, c'est toi qui décides. Hein. Bon, vous êtes tous là? Vous êtes sûrs? Ça marche pas? Ah, ok. Ah, le numéro, ok, c'est vous Ça alors. va. D'accord. On t'y saura. connaît maintenant. Vas-y. Bon, on commence. On peut commencer. Bon, vous allez voir des questions et après vous tapez sur les réponses sur vos portables. Donc ici, vous allez voir les couleurs et les choix, mais vous tapez sur vos portables. Là, vous voyez pas les réponses exactement sur vos portables, vous voyez les couleurs et les carrés, etc. Et vous avez 30 secondes pour chaque question. Bon, il a écrit Madame Bovary, vous choisissez le nom, vous voyez, il est rouge, etc. Et vous avez une photo qui peut vous aider en même temps. On reste oui. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Bon, Gustave Eiffel, c'est lui qui a travaillé sur le Tour Eiffel. Et à part ça, c'est bon. Ça va, très bien, merci. On peut passer à l'autre deuxième question. Gustave Lima est un chanteur. Malak, très Toujours bien. Malak qui gagne, vraiment. Ben, un de ces livres est... J'imagine que vous connaissez. C'est qui? J'arrive pas à reconnaître. C'est qui? Je pense qu'il y a quelqu'un par là qui le connaît bien. Je pense qu'il y a quelqu'un par là qui le connaît bien.
C'était qui? Ah, c'était Camus, ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Hein. Bah, on a trois qui ont choisi Dernier Amour. Dernier Amour, c'est un roman très moderne. C'est qui, Dernier Amour? C'est un écrit... Bah, je l'ai lu, mais j'ai oublié le nom d'écrivain. Ok. La vagabonde, je connais pas. Et Une vie, c'est qui, Une vie? C'est Maupassant. Et La vagabonde, c'est Colette. Ah, vagabonde, t'as écrit, mais c'est pas grave. Vagabonde. Ok. Oui. Toujours Malak. Mais attention, il y a Amjad qui arrive à 2 points là. Il parlait des médecins et des bourgeois. C'est qui ce monsieur? C'est qui Lévy? C'est Marc Levy. D'accord. Et Musso? Guillaume. D'accord. C'est juste ça me perturbe, il n'y a que des noms de famille. Baudelaire? Charles. Bon, bah, très bien. Bravo. Mousseau et Levy sont plutôt modernes, donc ils ne sont pas avec des perruques comme ça. Et... Donc, très Next, bien, merci. please. Oui, next. Balak is on fire. Voilà. Comme toujours. Ah, mais il y a RT, c'est qui RT? Ah, ok. Reda qui arrive derrière. Reda. Ok, ça va. Très bien. Bon, next. On peut voir. Bon, Demain des lobes, un poème triste, écrit par qui? Donc, on l'a étudié à l'école, si vous avez fait le français à l'école. Bah là, tu vois, tu as écrit les prénoms. Comment? Là, tu as écrit les prénoms. Bon, il n'y a que 3 personnes qui sont un peu en retard. Peut-être un peu daltonien, ils se trompent de couleur. Mais oui, c'était bien Victor Hugo. Continue? Next. Toujours Ah, mal. je Oh, suis montée en Alexandra. force. je suis montée en force. Okay. Bon, On continue? oui, next. L'auteur le plus vendu en France. Et c'est qui ce monsieur? Je ne sais pas si vous ne connaissez pas, c'est qui, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est Alexandre Dumas, par exemple, ou En fait, il fallait préciser en 2021, non? Parce que tout dépend de l'époque aussi. Tu vois, l'auteur le plus vendu Ouais, en mais France. là maintenant... De oui. nos jours. Nos jours, oui, exactement. C'était Guillaume Musso, oui. Bah, pour l'instant, la photo, c'était la photo de Guillaume Musso, en tout cas. Je savais pas qu'il ressemblait à ça. Pas mal. Allez. Oh. Safa, c'est qui Safa? Bravo. Montez en force, Malak, il faut se réveiller là. Hein. Il reste plus que 2 questions. Youssef? Next. Allez, Malak. Carmen est une nouvelle écrite par qui? Ah, bah, c'est moi qui réponds. Les mecs, ils répondent pas là. Bon, je pense que cette question était difficile. Vous connaissez Carmen? Pas du tout? En fait, Nadia est une spécialiste de Carmen. Voilà. Bah, moi, j'adore Carmen parce Oui, que... mais vas-y, explique. C'est quoi Carmen à la base? Bah, c'est la fille qui danse là dans la photo. Oui. Ok. Et c'est une fille qui était vraiment... je sais pas, tout le monde tombait amoureux avec elle. Ok. Mais c'est surtout une... Bon, là, tu parles de l'histoire, mais à la base, c'est quoi, Carmen? Le mot? Non, non, non. Là, on a une nouvelle, d'accord? Mais c'est... Oui. Une nouvelle, mais surtout un opéra. Oui. C'est l'opéra oui, qui est très oui, connu. oui, Voilà. Bien sûr. Je parlais de ça avec Georges Bizet, parce qu'il est Voilà. là dans les choix. Donc, si vous voulez juste savoir qui est Carmen, comment c'est passé, vous devez écouter la musique de Georges Bizet et peut-être vous regardez aussi les opéras qu'ils ont fait après. Ok, il y a Maria Callas qui l'a bien chanté, par exemple. Voilà, donc c'est un Et opéra c'est avant bien tout. mérimé. Donc, ouais. Ouais.
Oui, Carmen, c'est un nom espagnol, mais c'est un opéra français. Désolée, je suis passée en première parce que je vais pousser. J'aurais pas dû répondre, pardon. C'est pas moi, je réponds pas à la dernière question. Allez. Bon, next. On peut voir. Non, c'est pas triche. Notre Tour du monde en 80 jours est un roman d'aventure de qui? Julio Iglesias, c'est sûr. Je vais répondre n'importe quoi. En fait, Jules Verne. Julio Iglesias, c'est un chanteur espagnol, si vous ne le connaissez pas. Et Julio César, c'est juste de l'histoire. Et Juste de l'histoire. C'est pas juste de l'histoire. C'est qui Jules César? Moi, je connais pas. Ah bon? Si. Oui. Un empereur romain. Ouais. Et bon, c'était bien Jules Verne. Et Jules Verne a aussi écrit Budget Strogoff. Donc ça fait partie de ses œuvres. Mais le tour du monde, là, je pense que vous avez déjà regardé le film de Jackie Chan qui est fait Le film de Jackie Chan? Ou avec Jackie Chan? Comment? C'est avec Jackie Chan, non? Avec, oui. Parce que, je sais pas si Jackie Chan il fait des films. En bande dessinée aussi, oui, c'est Ouais, classique. exactement, c'est ça. Bon, alors moi je compte pas, hein. Donc, dans les résultats. Vas-y. Le podium. Je sors, je suis désolée. Ah, Malak, deuxième, bravo. Le suspense, c'est ça qu'on dit. Ça va, hein. Bravo. Merci à tous et à toutes. On va arrêter. Ok, donc on va terminer pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, d'avoir participé. C'était très intéressant. On a eu beaucoup d'échanges. J'espère faire un atelier au mois de juillet et vous y retrouver. Les événements de cette semaine, la semaine prochaine, mercredi prochain, il y aura mardi prochain, le 15 à 17h30. On vous invite à un vernissage de la dernière partie de l'exposition virtuelle Tous en même. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y aura des ateliers pour des photographes la semaine prochaine. Et mardi, il y aura le vernissage en présence du photographe, donc qui est Marc Latuilière. Donc on vous invite mardi à 17h30 ici même. Donc vous voyez notre page Facebook et Instagram pour avoir plus de détails. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le Google Form qui est déjà là. Ok. Ou si vous voulez partager avec vos amis, vos connaissances, comme ça, on peut vous voir prochainement. Et enfin, le 21 juin, un événement traditionnel, la fête de la musique, qui sera en ligne. Donc on va rediffuser un spectacle le 21 juin et le 26 juin aussi en présentiel. On en reviendra. Suivez-nous sur les réseaux pour en savoir davantage. Voilà. Merci encore à tous. Et on attend aussi vos suggestions pour les prochains thèmes. Vous pouvez me les envoyer par mail ou voilà. On reste en contact. Merci d'être venus. Je vous souhaite un excellent week-end, excellente fin d'après-midi et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.